Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde et nous sommes très heureuses, ma collègue Aline Elg et moi-même, de vous accueillir donc pour cette table ronde intitulée « Histoire et mémoire de la guerre à la paix ». Et donc il s'agira ici, durant 1h30, de réfléchir à la question de la réconciliation, de l'élaboration d'une mémoire partagée qui est bien sûr centrale pour construire la paix. Alors, Aline Elg est historienne, spécialiste de l'Amérique latine. Je suis, quant à moi, également historienne, spécialiste de la Russie et de l'URSS. Et donc, nous traiterons aujourd'hui ensemble de régions du monde, d'espaces qui ont, à des rythmes, des temporalités extrêmement différents, vécu des violences sociales et politiques, des dictatures, des attaques de groupes armés, paramilitaires ou de guérilla, des révolutions, des guerres civiles, mais également des expériences politiques dictatoriales ou autoritaires. Dans ces régions, dans ces espaces, dans ces deux grands espaces, la mémoire de ces événements divise les sociétés, les communautés et les familles. Chaque situation est bien entendu unique. Toutefois, nous avons décidé de mener cette réflexion ensemble, non pas faire une table ronde consacrée à la Russie, à l'espace post-soviétique, ou la Russie, l'Ukraine, et une autre consacrée à l'Amérique latine, mais de mettre ensemble nos compétences et nos intérêts. Et donc, les deux tables rondes que nous organisons sont chaque fois avec ces deux espaces qui sont croisés, qui sont réunis. Et donc, nous avons réuni des spécialistes de ces deux espaces qui, finalement, que cela ne dialogue pas si souvent que cela ensemble, afin justement qu'ils puissent croiser les perspectives et peut-être, qui sait, élaborer des pistes communes. Et donc, c'est le même principe qui va dicter la table ronde que nous co-organisons demain dans cette même salle à 14h30, qui réunira donc des spécialistes d'Amérique latine, de Russie et d'Ukraine, et qui nous parleront demain de réparation et de réconciliation après les conflits armés. Alors, dans les espaces dont il va être question aujourd'hui, principalement Chili, Colombie, Russie et Ukraine, la façon de gérer les conflits et les réconciliations divergent fortement. À cela, il faut ajouter que dans le cas de l'Ukraine et de la Colombie, les conflits armés perdurent et que les acteurs sont multiples. Alors qu'au Chili et en Russie post-soviétique, les conflits mémoriaux ont trait à des violences qui ont été commises dans le passé et dans lesquelles l'État a joué un rôle central. En Colombie et en Ukraine, la mise en récit, en quelque sorte, ne peut pas encore vraiment avoir lieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas déjà réfléchir ou évoquer la réconciliation de demain en analysant la situation présente et en se référant également à d'autres situations passées? Donc la référence à d'autres espaces qui ont vécu des situations similaires auparavant peut-elle, au fond, permettre d'approfondir notre réflexion? Alors nous avons posé une question très générale à nos 4 invités, une question volontairement très large que je vais vous soumettre ici. La voici donc. En vous basant sur votre expérience et vos travaux sur les conflits armés, les guerres civiles, les régimes dictatoriaux autoritaires, quelles seraient, selon vous, les pistes possibles à privilégier dans les politiques mémorielles qui permettraient de réconcilier les mémoires et donc de construire la paix? Alors nos invités disposent chacun de 10 minutes, 12 maximum, pour développer leur réflexion. Et puis, nous ouvrirons le débat et nous vous passerons la parole. Mais avant cela, nous allons rapidement présenter nos 4 intervenants. Alors, je vais présenter Dominique Harel, qui est donc situé de l'autre côté de la table, qui est donc professeur titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à Ottawa. Ses intérêts de recherche portent, entre autres, sur la violence politique et les droits de l'homme, les politiques linguistiques, le nationalisme, les politiques de la mémoire et la politique en Ukraine. Il a édité plusieurs ouvrages consacrés aux politiques identitaires en Russie et en Ukraine, en particulier un dernier ouvrage intitulé « Rebounding Identities, The Politics of Identity in Russia and Ukraine ».
Il est l'auteur de très nombreux articles sur l'Ukraine et la Russie. Il a travaillé notamment sur la révolution orange en Ukraine, sur l'importance et l'influence des facteurs régionaux et linguistiques en Ukraine. Il participe très régulièrement à des tables rondes, des colloques, des débats consacrés à la situation, au conflit actuel en Ukraine. Il a d'ailleurs donné hier une conférence à Paris, avant de venir ici, qu'il a intitulée de façon très symptomatique « La guerre contre les civils dans le Donbass ». Maria Lipman, à ses côtés, a dirigé à Moscou durant 10 ans une revue politique très connue en Russie, appelée Pro et Contra, qui est éditée par le Centre Carnegie à Moscou. Elle a écrit et elle écrit de façon régulière des articles sur la politique russe, les médias et la société russe, en particulier dans le Washington Post. Elle contribue à de très nombreuses publications russes et américaines, et on peut aussi l'écouter lors de ses fréquentes interventions dans les colloques internationaux, mais également sur les ondes de la radio ou à la télévision. Par exemple, vous pouvez de temps en temps l'écouter sur Euronews, où elle est interrogée pour justement nous expliquer ce qui se passe en Russie. Alors, Maria Lipman réfléchit depuis des années aux questions de l'histoire et de la mémoire, des usages politiques de l'histoire, de la place du stalinisme dans la société, dans la mémoire collective russe. Elle a notamment édité un ouvrage en 2013 intitulé, là aussi de façon très symptomatique, « Le Pulse de Staline ». Elle collabore de façon très active avec l'association Mémorial, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette grande ONG russe de lutte pour les droits de l'homme, très active en Russie dans la dénonciation des crimes staliniens. Et c'est cette association qui œuvre depuis 1989 sans relâche, avec notamment les historiens, à la mise en avant de la mémoire et de l'histoire du goulag soviétique. Dans une Russie où Maria Lipman reviendra là-dessus, la figure de Staline reste omniprésente et contribue largement à la cristallisation de la société russe en deux camps, pro- et anti-staliniens. Et donc, comme pour Dominique Harel, les questions des réconciliations, de la réconciliation des mémoires, est placé au centre de ces réflexions. Je passe la parole à Linel qui va présenter les deux autres participants de notre table ronde. Alors, Juan Guzman, que certains d'entre vous ont certainement entendu dans sa conférence inaugurale hier, mais je vais répéter une petite bio pour ceux qui n'y étaient pas. Donc, Juan Guzman a une formation d'avocat. Il a longtemps été juge, puis doyen de la faculté des sciences juridiques et sociales à l'Université centrale du Chili. Il est actuellement directeur de l'Institut des droits humains qu'il a fondé au sein de cette même université. Né dans une famille de diplomates, il n'était pas lié au gouvernement de l'unité populaire de Salvador Allende, et ce sont les exactions de la dictature du général Pinochet qui l'ont amené à s'intéresser aux questions des droits de l'homme et de la justice sociale. En 1998, en sa qualité de juge, il s'est attaqué à Pinochet pour sa direction du massacre de la caravane de la mort, quand au moins 75 détenus de l'unité populaire ont été assassinés peu après le coup du 11 septembre 1973 par un groupe de militaires qui parcouraient le pays en hélicoptère. Et pour cela, le juge Guzman a présidé à de nombreuses exhumations de détenus disparus, pour lequel il a magistralement, réellement, conçu le crime d'enlèvement permanent, qui était un crime qui n'était pas couvert par la loi d'auto-amnistie que la dictature avait adoptée pour se couvrir de tous ces méfaits. Et grâce à cela, il a obtenu la levée de l'immunité parlementaire du général Pinochet, qu'il a accusé d'enlèvement, qu'il a questionné dans ce cadre et qu'il a même assigné à résidence. Vous le savez tous, Pinochet finira par mourir en 2006 sans avoir fait face à un tribunal, mais son procès posthume a bien eu lieu, du moins dans un film documentaire, Le juge et le général, qui est sorti en 2008 et que certains d'entre vous ont peut-être eu le grand intérêt de voir hier à l'auditorium Arditi. Et le juge Guzman a également publié des ouvrages, entre autres Au bord du monde, les mémoires du juge de Pinochet, qui a été publié en français en 2005. Daniel Pecot est sociologue et historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
C'est un grand spécialiste de la Colombie, un pays auquel il a consacré sa thèse d'État qui portait sur la genèse de la guerre civile de la violencia qui a ravagé la Colombie de 1948 à 1957 sous le titre « L'ordre et la violence, évolution sociopolitique de la Colombie ». Et à la fin des années 1980, il a fait un bref détour par le Brésil et ses intellectuels dans la construction de la nation, avant de revenir à la Colombie pour pratiquement ne plus la quitter. Et ses ouvrages et ses articles en français, en espagnol et en portugais sur les transformations sociales et les phénomènes de violence, la politique colombienne, l'impact à court et long terme du conflit armé sur la société rurale et urbaine sont irremplaçables pour comprendre la réalité colombienne. Outre son livre « L'ordre et la violence », qui a été réédité pour la 4e fois en Colombie en 2012, c'est donc dire la portée de cet ouvrage, je signale son livre récent « Les FARC, une guérilla sans fin », publié en 2008. Daniel Peco est très engagé dans la réconciliation de la société et des mémoires en Colombie, une thématique sur laquelle il a beaucoup écrit et œuvré, notamment œuvré comme conseiller international du Centre national de mémoire historique. Et ce centre est un centre rattaché au département pour la prospérité sociale, qui est une entité du gouvernement national colombien fondée en 2011 pour réconcilier et intégrer la société colombienne à la suite et dans la continuité, on peut dire malheureusement, du long conflit armé qui, entre 1958 et 2012, a fait plus de 220 000 morts en Colombie. Donc c'est un plaisir pour nous d'avoir tous ces intervenants et nous nous réjouissons de les écouter. Et nous allons commencer par l'intervention de Daniel Peco. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être participé à cette rencontre. C'est quelque peu difficile et paradoxal de parler de la réconciliation en Colombie dans les termes qui ont été proposés. D'une part, la Colombie n'a jamais été un régime dictatorial. Elle s'est targuée de rester toujours un État de droit, même si des agents de l'État et éventuellement des dirigeants politiques ont participé à la mise en œuvre des atrocités. La Colombie, en 1991, à l'occasion de la démobilisation de 2 autres guérillas qui existaient depuis une vingtaine d'années, a d'ailleurs adopté une constitution identique, proche de la constitution brésilienne après la dictature, une constitution qui, en principe, reconnaît des droits à tout le monde, y compris et surtout aux minorités culturelles. Malgré tout, les problèmes demeurent. D'autre part, on parle de guerre civile. Le terme ne va pas de soi. Si une guerre civile, ça implique que vraiment la société soit à un moment quelconque partiellement au moins divisée entre 2 options. Et d'une certaine manière, ce qui s'est passé au cours des dernières années n'implique guère de division idéologique de la part de la majorité de la population, notamment de la population urbaine, qui reste à l'écart des violences. Les négociations sont toujours en cours, vous le savez, avec les FARC, et personne ne peut assurer qu'elles vont arriver à bonne fin. Quant à l'autre guérilla qui existe depuis les années 1960, l'ELN, elle n'a pas pour l'instant ouvertement entrepris de négocier. Il s'agit donc de phénomènes de longue durée. Les Colombiens, et c'est devenu un lieu commun de parler de guerre ou de conflit de 50 ans, en supposant que le début, ça soit en 1965. Cette définition est totalement arbitraire, puisque la violence a commencé de manière extrêmement forte dès les années 1946, qu'entre 1946 et 1960, il y a eu 200 000 morts lors d'affrontements
qui, à ce moment-là, était manié par les partis politiques liés au régime. Et depuis cette époque-là, après 20 ans d'accalmie, où les taux d'homicide avaient singulièrement baissé, la violence a repris, mais dans des termes complètement différents, puisque d'un côté, il y a des guérillas qui se disent révolutionnaires, et d'autre part, des tas de forces, agents de l'État, paramilitaires, etc. C'est donc un conflit de longue durée. Il suffit de dire qu'en ce qui concerne le conflit depuis 1980, on compte, comme cela a été dit, 220 000 morts en liaison avec le conflit armé. Je vais en revenir parce que si on compte tout compris, c'est beaucoup plus. 1900 massacres, 40 000, voire 70 000 disparus forcés. Par rapport au Chili, les proportions sont incroyables. 500 000 personnes déplacées. 5 millions de victimes en comptant les déplacés. 40 000 enlèvements. C'est dire la proportion, la dimension de ce qu'a vécu la Colombie au cours des dernières années. Le conflit armé, proprement dit, ne représente, je l'ai dit, qu'une partie de ces victimes. Si l'on compte les groupes dits criminels, et notamment les groupes liés au narcotrafic depuis le départ, on arrive, en faisant l'ensemble des morts violentes depuis 1980, un chiffre aux environs de 800 000 morts. Dans la mesure où la violence criminelle et narcotrafiquante et des narcotrafics a fait énormément de victimes. Alors, pour comprendre le conflit armé, revenir au conflit armé, proprement dit, il faut voir qu'il y a une superposition de temps, temporalité, puisqu'il y a à la fois des éléments agraires qui remontent à très longtemps, et à la fois des conflits modernes liés aux ressources modernes de la Colombie, la cocaïne bien sûr, et le pétrole, et l'or maintenant. Ce qui, en plus, mérite d'être souligné, c'est que le conflit armé n'est pas un conflit avec des fronts bien clairs, c'est un conflit ultra fragmenté qui traverse les régions, qui traverse les villages, et dans de nombreux villages au cours des années passées, il y avait des frontières invisibles qui faisaient que les uns étaient considérés comme des ennemis et les autres comme des ennemis. C'est un conflit qui a fait surtout pour victimes des civils. 90% des victimes sont des civils. Le paradoxe, c'est premièrement, alors que le conflit continue, on est en même temps, il y a superposition avec ce qu'on peut appeler un post-conflit. Différentes lois ont été adoptées pour permettre la démobilisation d'une partie des auteurs des crimes. En 2005, une loi dite Justice et Paix qui concernait les paramilitaires. En 2011, une loi des victimes et de réhabilitation des terres. 350 000 victimes ont déjà été recensées, ont le statut de victime, touchent des indemnités pour avoir été victimes. Quant aux restitutions de terres, elles sont annoncées, on les attend encore. Mais c'est dire qu'un programme de réparation a commencé alors même que le conflit continue, sans compter tous les programmes sociaux au bénéfice des nombreux démobilisés, soit des paramilitaires, soit des guérillas, puisqu'on compte actuellement quelque chose comme 30 000 à 40 000 démobilisés d'un groupe ou de l'autre. En 2014 a été adoptée une loi qui s'appelle un Marco Jurídico para la Paz, un cadre général pour établir une manière de justice transitionnelle
Mais c'est là que l'on voit la difficulté de négocier avec les critères actuels internationaux de la justice internationale. D'une part, les FARC ont refusé ce cadre général dans la mesure où les FARC à La Havane se refusent à faire une seule journée de prison. D'autre part, la CPI, Cour pénale internationale, suit de près ce qui se passe en Colombie. La Colombie est un pays sous vigilance de la Cour pénale internationale et le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, James Stewart, vient de rappeler qu'il n'était pas question ni d'une impunité pour les guérillas, chefs de la guérilla qui ont déjà été condamnés par la justice colombienne, mais la CPI exige que les condamnations deviennent effectives, et d'autre part, la CPI exige que l'État reconnaisse et compense pour un certain nombre de crimes dans lesquels les forces armées ou la police sont directement impliquées, notamment le cas de 1500 civils qui ont été considérés comme des guérilleros et qui ont été tués de sang-froid par des groupes militaires, ou notamment dans le cas des viols et autres crimes de ce genre-là. Les difficultés de la justice expliquent le problème de la mémoire. La justice colombienne n'est pas restée complètement absente de tout cela. Chose étonnante aussi, mélange de post-conflit et de conflit. Actuellement, 1200 militaires sont soit en prison, soit sous enquête serrée. Plusieurs généraux ont été condamnés à des peines de 30 à 40 ans de prison. Et vous avez 4000 militaires qui sont l'objet d'enquêtes. Ce qui n'est pas sans provoquer actuellement, dans la mesure où les négociations de La Havane traînent, des remous importants dans les forces armées. Mais dans la mesure où toute la Colombie et la Cour pénale internationale savent bien qu'il ne sera pas possible, naturellement, de punir tous les criminels, ceux qui ont exécuté les actes, etc., le problème de la mémoire est reconnu depuis plusieurs années comme fondamental et le gouvernement a soutenu la création d'un centre de mémoire historique. Ce centre de mémoire historique compte actuellement environ une centaine de chercheurs, a publié 50 ouvrages d'une qualité extraordinaire qui permettent non seulement de connaître à partir des déclarations des paramilitaires démobilisés les actes et les crimes de ces paramilitaires, mais qui permettent aussi de connaître la manière dont la situation de conflit s'est déroulée dans plusieurs régions et la manière dont les guérillas ont pu avoir leur responsabilité dans les massacres commis et dans les crimes que l'on recense. D'une certaine manière, c'est ça aussi le mélange de post-conflit et de conflit. Finalement, c'est un conflit qui dure, il y a toujours des massacres, et il y a surtout toujours des assassinats, et malgré tout, c'est un conflit sur lequel on a une connaissance des crimes, des situations régionales, je dirais, inégalées. Je veux dire, ni au Pérou, ni à fortiori en Argentine, ni ailleurs, on ne peut, région par région, avoir d'éléments pour connaître comment s'est déroulée la situation. C'est dire que, d'une certaine manière, le problème de l'acheminement vers la sortie du conflit, ça passe à coup sûr par une justice et une justice transitionnelle. Mais en avant de cela, il y a cette connaissance des faits historiques qui est un élément essentiel et dans la mesure où pour reconstituer ces réalités historiques, il a fallu recueillir le témoignage de nombreuses victimes. Victimes qui sont victimes non pas d'un même ennemi, qui sont victimes
de divers ennemis, des paramilitaires, des guérillas, des agents de l'État, victimes qui ne peuvent pas constituer un ensemble facilement, mais malgré tout, la reconnaissance symbolique ainsi que les réparations qui ont été accordées par l'État représentent un pas important en faveur éventuellement d'une pacification du pays. Merci beaucoup pour cette très intéressante ces paroles très intéressantes. On va maintenant donner la parole à Maria Lippmann et on verra que là, la situation est évidemment très différente avec des acteurs qui sont bien mieux définis, un État et une population, mais avec aussi des implications différentes entre ceux qui sont victimes et ceux qui sont bourreaux, ce qui là aussi rend les choses compliquées. Donc je passe la parole à Maria Lippmann. Merci. C'est un grand plaisir et honneur pour moi de parler à ce festival de l'histoire. Quand nous parlons des contradictions, des conflits de la mémoire historique en Russie, nous pensons avant tout au rapport à la terreur stalinienne. En effet, les sondages montrent toujours des contradictions sur cette question, non seulement entre les différents groupes de la société, mais aussi parfois chez les mêmes personnes. Par exemple, en 2013, 2/3 des Russes estimaient que Staline était un tyran cruel, inhumain, coupable de l'anéantissement de millions de personnes innocentes. En même temps, près de la moitié des répondants estimaient que Staline était un dirigeant lucide qui a apporté la puissance et la prospérité à la Russie. Plus de la moitié des citoyens russes pensent que les répressions de Staline sont un crime politique que rien ne peut justifier. En même temps, toujours, près de 2/3 estiment que malgré toutes les erreurs et les crimes, le plus important est le fait que sous la direction de Staline, le peuple soviétique a gagné la grande guerre patriotique. Donc, il justifie quand même les crimes de Staline. Pour la grande majorité des Russes, la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, appelée la Grande Guerre patriotique en Russie, n'est pas seulement une source de fierté nationale, mais aussi le seul événement historique dont la mémoire unit la nation. Il permet de conserver une vision du pays en tant que grande puissance mondiale, ce qui est très important pour la conscience publique russe. Le pouvoir en place exploite de façon active la glorification de la victoire, qui est devenue une ressource politique importante. Cette année, le phénomène s'est intensifié en raison de la célébration le 9 mai du 70e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique, mais aussi de l'annexion de la Crimée. L'annexion de la Crimée est perçue en Russie comme un écho de la victoire dans la guerre et la preuve de la puissance actuelle de la Russie. Dans ce contexte, toute tentative d'attirer l'attention, comme le font par exemple l'organisation Mémorial, certains médias, les historiens et les chercheurs sur les crimes du régime communiste, est perçue comme une trahison nationale. Cela revient en fait à adopter le point de vue de l'ennemi occidental. Récemment, de nouvelles lois ont été adoptées. D'une part, une loi interdit désormais de critiquer des actes de l'Union soviétique pendant la guerre. D'autre part, une autre loi qualifie aujourd'hui les organisations non gouvernementales qui reçoivent des subventions étrangères d'être des agents étrangers, donc espions. Cela concerne en particulier l'organisation Mémorial. La condamnation quasi unanime de ceux qui cherchent à attirer l'attention sur les crimes de Staline est le reflet de ce qui se passe en Russie aujourd'hui, où on a une infime minorité de pro-occidentaux ou libéraux et une écrasante majorité d'anti-occidentaux. Permettez-moi de faire un flashback dans la Russie d'il y a 25 ans. À la fin de la perestroïka de Gorbatchev, les sentiments pro-occidentaux et la condamnation de Staline et du stalinisme bénéficiaient du soutien d'une grande partie de la société soviétique. Cependant, tout au long des années 1990, la popularité des idées occidentales a fortement diminué, ainsi que l'intérêt d'élucider des crimes du passé. Dans les années 2000, Poutine a marginalisé la discussion sur le passé. Il n'était pas interdit d'organiser des discussions dans un espace limité,
de publier des livres, d'organiser des conférences et de discussions dans des médias de seconde importance. L'idée de Poutine était de ne pas échauffer la population et de mettre de côté les questions désagréables, celles qui divisent la société. Dans leur espace étroit, les anti-staliniens, l'organisation mémoriale par exemple, poursuivaient leur énorme travail d'archives à organiser des expositions et des discussions. Mais les staliniens ne restaient pas les bras croisés. On trouve sur les étalages des librairies une littérature abondante à la gloire de Staline qui bénéficie d'une grande popularité. D'un côté, chaque année, à la fin du mois d'octobre, durant la journée de la célébration des prisonniers politiques, des gens se rassemblent dans le centre de Moscou près de leur pierre commémorative et durant 12 heures, ils lisent les noms des victimes exécutées par la terreur communiste. Cependant, la lecture des noms des victimes exécutées se déroule sous les murs du bâtiment du service fédéral de sécurité, c'est-à-dire le successeur de la police politique secrète communiste qui a mis en œuvre la terreur. Les exécutions ont eu lieu dans le sous-sol de ce bâtiment. Or, les employés actuels sont fiers de leurs prédécesseurs et s'appellent eux-mêmes des tchéquistes, du nom de la Tchéka, la structure impliquée dans le terreur rouge. Cette structure est aujourd'hui la force politique la plus influente en Russie. J'aimerais mentionner encore un autre paradoxe de la situation actuelle. Récemment, à Moscou et dans d'autres villes russes, grâce à l'énergie et la persévérance des activistes de la société civile, un projet appelé « La dernière adresse » a été lancé. Des plaques avec des noms des victimes des répressions de masse ont été apposées sur les murs de leurs maisons. Néanmoins, dans le même temps, tout récemment, le musée Perm, c'est le nom de la ville 36, a été pratiquement détruit. C'était le camp où ont été enfermés les derniers dissidents de la période de Brejnev et qui a fonctionné jusqu'au milieu des années 1980. Enfin, tout récemment, Poutine a signé un décret sur la création d'un mémorial national aux victimes de la répression stalinienne. Aujourd'hui, il semble que la tendance soit suivante. D'un côté, la construction d'un mémorial des victimes de répression stalinienne, ordonné par Poutine. De l'autre, le retour de la statue de Dzerzhinsky, dont le nom est lié à l'organisation de la terreur, sur la place Lubyanka, là où la statue se trouvait jusqu'en 1991, lorsqu'elle fut démontée. À quoi donc pourrait ressembler une réconciliation avec le passé? Outre la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale, à la différence de l'Allemagne qu'elle a perdue, il y a d'autres raisons qui empêchent la formation d'un consensus sur les répressions staliniennes. Les répressions staliniennes sont mortes avec Staline il y a 60 ans et il n'y a presque plus de survivants. Il est pratiquement impossible de distinguer les victimes des bourreaux. Les bourreaux devenaient elles-mêmes souvent des victimes. Il est en conséquence impossible de déterminer la responsabilité des héritiers. Aujourd'hui, les Allemands se reconnaissent coupables au crime de régime nazi. Mais en Russie, qui est responsable de la terreur communiste russe? Peut-on transférer cette responsabilité aux fils ou aux petits-fils de communistes? Il est important de mentionner que la force la plus active de la déstalinisation était l'intelligentsia. Mais c'est précisément chez les ancêtres de ce groupe que l'on trouve la plus forte probabilité de rencontrer à la fois la victime et le bourreau dans une même personne. Mes deux grands-pères ont participé activement à la construction de la dictature communiste. L'un a été fusillé en 1937, l'autre a été condamné à 25 ans de prison en 1948. La plupart des victimes ont été les paysans qui ont subi la collectivisation. Or, ce sont les victimes et leurs descendants, ce sont ces victimes et leurs descendants qui sont le plus muets. Ce sont ceux qui ont laissé le moins de mémoire. Enfin,
il n'est pas clair de quelle réconciliation on peut parler aujourd'hui. La majorité de la population actuelle de la Russie accepte un nouveau consensus national sur la base de nationalisme d'État et ne veut pas écouter le point de vue considéré comme non patriotique, c'est-à-dire traître, déloyal. Dans la Russie d'aujourd'hui, il est possible de pleurer les victimes, mais nous ne pouvons pas, dans l'espace public plus large, réfléchir sur les causes de la terreur et condamner les bourreaux, parce que c'est considéré comme une attaque contre la domination traditionnelle de l'État qui doit être impeccable, qui ne peut être soumis à la critique. En fait, la vraie déstalinisation en Russie équivaut à l'émergence d'un nouveau rapport au pouvoir, à l'État. Cela exige de rejeter la relation paternaliste qui existe actuellement entre l'État, la société et la toute-puissante organisation des services secrets. Et donc, il ne s'agit pas de réconciliation, de construction, qui est le thème de ces rencontres, mais bien de destruction du consensus actuel anti-occidental, anti-libéral et nationaliste. Dans la Russie d'aujourd'hui, avec le regroupement national autour de Poutine, l'idée unanimement acceptée de forteresse assiégée, d'isolationnisme et de l'anti-occidentalisme agressif, nous sommes beaucoup plus loin d'atteindre cet objectif qu'il y a 25 ans auparavant, lorsque nous sortions du communisme. Merci. Merci. Merci à Maria Lippmann. Je me disais finalement, en vous entendant, que le rôle des historiens est donc encore d'autant plus important en Russie aujourd'hui que justement la mémoire des personnes qui ont vécu est déjà de plus en plus éloignée. Alors je passe la parole au juge Guzman, Juan Guzman, qui va maintenant nous parler du cas chilien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup d'être ici parmi tous vous. C'est un grand honneur. Je me rends compte que c'est un public de grande culture, d'un très haut niveau intellectuel. Donc c'est une expérience très, très importante pour moi d'être aussi avec un panneau, je ne sais pas si ça existe comme parole, dans un panneau aussi important parmi vous. Je vois l'heure. Chez nous, au Chili, on est déçus de voir comment les choses ont changé pour retourner à ce qu'elles étaient avant le coup d'État et après une terrible dictature. On a aujourd'hui les mêmes vices qu'avant, on commet les mêmes délits, il y a une corruption jamais connue quand même, et la haine continue, le manque de tolérance et finalement l'oubli. On commence à oublier combien nos gens ont su faire pendant plus de 17 ans. Il y a eu 3 délits, 3 crimes contre l'humanité qui ont été une nouvelle expérience au Chili. Il y a eu toujours des massacres. Depuis la colonie, pendant la conquête, pendant la colonie, après, pendant la naissance de la nation, et finalement, ça continue pendant la dictature. Les 3 grands crimes de la dictature sont d'abord les 4, le séquestre, les assassinats et la torture. Et
je parlais d'abord de l'assassinat. C'est la façon la plus bizarre qui a été créée pour tromper les gens, surtout ignorant ou disant quelles étaient les victimes. Les victimes étaient des jeunes hommes et des jeunes femmes principalement qui voulaient un monde meilleur, qui voulaient de la justice sociale et qui appartenaient à différents partis de gauche pour s'exprimer vers ce besoin humanitaire. La plupart des crimes d'assassinat ont été des crimes inventés. Par exemple, il y a quelqu'un qui a pris un camion pour aller de Copiapó à La Sedena. Les gens se sont échappés du camion. Comment? Il y avait 4 militaires armés, mais les gens ils sont fuis. Ils sont disparus. Alors, il y a les soldats, de valiants, courageux soldats chiliens, comme la chanson nationale, qui ont tiré dans le dos des prisonniers. Et ça se répétait des dizaines de fois. La torture. La torture qu'on a vue au Chili, c'est la même qui a existé en Algérie, la même qui existait au Brésil, que finalement il y a une liste énorme, la même qui existait aux États-Unis, une liste énorme de formes de torture, les plus inimaginables, les plus indignes. Et finalement, le pire des délits, le pire des crimes contre l'humanité dont on parle aujourd'hui, c'est la disparition forcée des gens. On a été gentil avec moi, merci beaucoup, en disant que j'étais celui qui avait créé le délit de séquestre permanent. Non, c'est un délit qui est dans la doctrine du séquestre et qui explique que le séquestre commence au moment où quelqu'un est privé de sa liberté contre sa volonté, jusqu'au moment où il apparaît ou elle apparaît vivant ou mort. Là, c'est un délit qui peut durer 10 minutes ou qui peut durer des années ou qui peut être éternel. Bon, heureusement, je fais l'interprétation de la loi d'amnistie vis-à-vis ce délit permanent en concluant que la première partie de ce délit était couverte parce qu'il y avait une malheureuse amnistie, mais que l'amnistie avait un délai de 5 ans et après de ces 5 années, la disparition forcée, le séquestre n'était pas couvert par cette amnistie. Ça, c'était mon application de la loi du délit de séquestre et de l'application de l'amnistie. Je l'appliquais partiellement. Mais il me reste 2 minutes. Je veux rendre un hommage aujourd'hui aux parents des détenus disparus, des victimes du séquestre permanent qui restent toute leur vie et peut-être parfois pendant plus d'une génération, peut-être 3 parfois, 1, 2, 3 générations, avec un complexe. C'est comme il y a le complexe d'Édipe et tant d'autres qui viennent depuis toujours. Je pense qu'il y a aussi le complexe d'Antigone. La souffrance, l'horreur de s'endormir chaque jour en sachant que le lendemain,
peine terrible va continuer. La peine de quelqu'un qui a perdu un être chéri, cher, et qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas comment cette personne a disparu, s'il est vivant, si elle est morte, si cette personne est fou, ou cette personne souffre peut-être. Enfin, c'est le même dramatisme de femmes, des matelots qui partent dans la mer et qui ne retournent jamais. Je veux rendre hommage à ce terrible drame qui est le complexe d'Antigone. Je ne sais pas, je pense que j'ai fini. 2 minutes. Bon, au sujet des choses que je pense qui devraient s'implémenter pour la mémoire, je pense que les rapports de vérité sont fondamentaux, au moins au Chili, ils ont été. La création des musées de la mémoire fondamentale, si on ne ment pas, si on dit les choses comme elles ont été vraiment. Qu'il y ait une histoire de la répression avec des centres historiques où on puisse étudier d'une façon systématique au sujet de chaque moment d'une répression, avant le coup, par exemple au Chili, durant la dictature, durant la transition, durant la démocratie. Est-ce qu'on a obtenu le projet dont on avait rêvé pendant tellement de temps? Une nouvelle constitution et la création d'un pouvoir judiciaire fort et indépendant. Et finalement, l'apprentissage depuis qu'on est des enfants, qu'on est petit, à l'école supérieure, à l'université, aux écoles techniques, finalement, qu'on apprend l'histoire des droits humains d'une façon obligatoire. Chez nous, on établit des instituts des droits humains et finalement, quand il y a un président qui n'appartient pas à une ligne de centre-gauche, par exemple, c'est un président de centre-droit qui a été élu, bon, je ne sais plus le président de l'Institut des droits humains de l'Université centrale, parce que le même jour où Pineda, centre-droite, a été élu, l'Académie ou l'Institut de droits humains de l'Université centrale a été fermé. Et moi, j'étais renvoyé, j'étais mis à la porte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Dominique Harel. Merci. La guerre mémorielle entre la Russie et l'Ukraine porte sur une idée toute simple. Le narratif ukrainien repose sur la notion que l'identité ukrainienne est distincte de l'identité russe, que cette identité a un sens politique et que les Ukrainiens forment ainsi une nation apte à décider elle-même de sa gouvernance. Ce sentiment est subjectif, construit, diraient les sciences sociales, mais cette subjectivité est à la base de toute identité, incluant l'identité russe. Comme nous l'expliquait mon professeur montréalais il y a une trentaine d'années, en parlant des Palestiniens dans les années 80. Les Palestiniens, disait-il, forment une nation parce qu'ils le disent. Lorsqu'une telle affirmation atteint une masse sociale critique, l'affirmation identitaire acquiert une portée politique. Le gouvernement russe, sous le président Poutine, s'inscrivant dans une pratique soviétique et une trame radicale du nationalisme russe, nie l'idée même que les Ukrainiens forment une nation
et peuvent ainsi décider de leur destinée. Dans cette vision, le lieu de décision ultime des grandes orientations concernant l'Ukraine est Moscou et non Kiev. Et toute résistance sérieuse face à ces décisions est interprétée comme une atteinte à la sécurité de la Russie. En 1932, lorsque les dirigeants ukrainiens locaux s'alarmaient que les réquisitions de grains allaient tuer la paysannerie, ce qui est devenu le Holodomor, cette critique fut interprétée comme une manifestation du nationalisme ukrainien. En conséquence, non seulement ces dirigeants communistes, mais toute l'élite culturelle ukrainienne qui avait œuvré à la politique d'ukraïnisation dans les années 20 fut liquidée. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'insurrection ukrainienne contre l'annexion de l'Ukraine de l'Ouest, menée par l'Organisation des Ukrainiens nationalistes, connue sous l'acronyme OUN, et l'Armée de l'insurrection ukrainienne, acronyme UPA, a été associée dans le narratif mémorial soviétique et russe au fascisme. La mémoire russe, telle que revendiquée par le gouvernement du président Poutine, ne fait ainsi aucune distinction entre nationalisme petit n, en lettres minuscules, c'est-à-dire l'idée de se gouverner soi-même, nationalisme grand N en lettres majuscules, comme dans l'acronyme OUN, c'est-à-dire l'action d'un groupe d'extrême droite, et le fascisme, rappelant ici les crimes contre l'humanité perpétrés par l'occupation allemande en Union soviétique. L'OUN a trempé dans des exactions de masse contre des civils durant la guerre, participation au pogrom en juillet 1941 en Galicie, la Galicie étant le cœur de l'Ukraine de l'Ouest, complicité dans la liquidation des ghettos en 1942 et 1943 à l'Ouest, et responsabilité directe du massacre de civils polonais en 1943. On parle ici de dizaines de milliers de Polonais. À l'exception du travail de quelques chercheurs, la mémoire publique ukrainienne continue d'escamoter ce côté sombre de l'insurrection ukrainienne, préférant la glorification à ce que certains appelleraient le devoir de mémoire. À cet égard, les lois mémorielles adoptées le mois dernier au Parlement ukrainien constituent un recul important. En interdisant toute critique portant atteinte à l'honneur des combattants de l'indépendance, donc des combattants entre autres de l'OUN et de l'UPA, ces lois imposent l'héroïsation et rejettent l'introspection, inspirée par l'impulsion éthique que la mémoire contemporaine doit se forger sur le sort des populations civiles. Il est d'autant plus désolant que ces lois ont été pilotées par l'Institut ukrainien de la mémoire nationale, qui reste fixé sur un narratif d'héroïsation et donc d'amnésie historique, en contraste avec l'Institut polonais de la mémoire nationale. L'insurrection ukrainienne de la Deuxième Guerre mondiale était menée par un groupe extrémiste, le seul groupe ayant survécu dans le maquis à la répression de la société civile et à l'interdiction de tous les partis politiques d'Ukraine de l'Ouest par l'occupation soviétique en 1939 à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop. Dans la mémoire ukrainienne, cependant, l'insurrection a acquis un sens qui dépasse de beaucoup l'OUN pour embrasser l'idée même de résistance face à la négation de l'idée que les Ukrainiens forment une communauté distincte. Puisque le narratif soviétique, et depuis un an ce qu'on pourrait appeler la propagande dans les médias russes, associe nationalisme ukrainien petit n avec fascisme ou bandérisme du nom de Stepan Bandera, le leader de l'OUN,
Alors l'Ukrainien moyen finit par s'identifier au bandérisme, non par affinité à l'extrême droite d'alors ou d'aujourd'hui, non par appui aux violences contre les civils, mais par volonté de résistance. Les slogans de l'OUN, « Gloire à l'Ukraine »,« Gloire aux héros », que nous avons tous entendus sur Maïdan, prennent ainsi un tout autre sens. La mémoire officielle russe s'intéresse en fait très peu à la responsabilité de l'OUN face aux minorités juives et polonaises de la guerre. La mémoire soviétique a toujours nié l'existence de la Shoah en tant que Shoah, prétendant que les Juifs avaient été exterminés comme citoyens soviétiques et non comme Juifs, alors que la question polonaise est embêtante en raison du massacre d'officiers polonais à Katyn par le NKVD, la police secrète soviétique. Dans le narratif mémoriel russe, la nature fasciste de l'OUN tient plutôt à sa collaboration avec l'occupant allemand. L'OUN s'est entraîné avec le contre-renseignement militaire allemand entre 1939 et 1941, a formé une milice subordonnée aux forces sécuritaires allemandes dans les premiers mois de l'occupation de 1941, avant d'être à son tour persécuté pour nationalisme, cette fois par les Allemands, pour avoir proclamé l'indépendance de l'Ukraine. Dans la mémoire russe, cette alliance avec l'ennemi fasciste, aparté, les Allemands de la Deuxième Guerre mondiale sont toujours présentés comme fascistes dans la mémoire russo-soviétique, jamais comme allemands. Cette alliance donc, avec l'ennemi fasciste discrédite à jamais le nationalisme ukrainien, un nationalisme qui, au demeurant, dans ce discours, a été importé artificiellement par les Autrichiens au 19e siècle, donc un nationalisme qui viendrait de l'extérieur. Les Ukrainiens ont été longtemps divisés sur le sens des symboles du nationalisme ukrainien de la Deuxième Guerre mondiale. Les Ukrainiens du Sud et de l'Est sont réceptifs à la mémoire soviétique associant l'OUN au fascisme, en partie parce que leurs grands-parents et grands-oncles ont combattu dans l'armée rouge ou servi dans le NKVD qui a reconquis l'Ukraine de l'Ouest en 1944. L'annexion de la Crimée, l'intervention dans le Donbass, mais aussi le discours présidentiel de Poutine selon lequel la moitié de l'Ukraine, présentée comme une nouvelle Russie, Novorossiya, n'appartient pas légitimement à l'Ukraine, est en train de changer la donne. Cette politique russe visant à diviser l'Ukraine a l'effet contraire de rallier les Ukrainiens du Sud-Est et les Ukrainiens dans leur ensemble à la notion que les symboles de la mémoire nationale ukrainienne, incluant les symboles de la guerre, représentent l'idée d'un pays, un pays pour lequel il est nécessaire de se battre, de risquer sa vie, pour le conserver. Les combattants pro-russes du Donbass disent se protéger contre les nationalistes fascistes de Galicie, donc d'Ukraine de l'Ouest, les descendants de l'OUN dans cette vision, alors que les chiffres nous apprennent que beaucoup plus de soldats ukrainiens russophones de la province voisine de Dniepropetrovsk que de soldats de Galicie ont en fait péri dans les combats jusqu'à ce jour dans le Donbass. Des soldats de Dniepropetrovsk dont les parents adhéraient à la mémoire soviétique de la guerre, mais qui se font maintenant traiter de fascistes en défendant leur pays, renforçant par le fait même leur sens d'appartenance à la nation ukrainienne. Il est vrai que les combattants pro-russes originaires du Donbass adhèrent entièrement au narratif mémoriel russe démonisant le nationalisme ukrainien. L'imprévu est que cette guerre mémorielle c'est en Russie, l'imprévu est que cette guerre mémorielle, arme à la main, oppose maintenant des Ukrainiens de l'Est, comme ceux de la province de Dniepropetrovsk, contre d'autres Ukrainiens de l'Est, comme ceux de Donetsk. L'Ukraine est peu encline à effectuer un travail de mémoire in bello sur la conduite de l'insurrection pendant la Deuxième Guerre mondiale et est également peu encline à faire le même exercice quant à sa responsabilité envers les civils dans la conduite de sa guerre actuelle dans le Donbass. La mémoire ad bellum d'une guerre
perçue comme juste contre l'occupation russo-soviétique d'alors et l'intervention russe de maintenant a toutefois l'effet de renforcer l'identité ukrainienne. D'ouest en est, ce rééquilibrage du rapport russo-ukrainien jettera éventuellement le fondement d'une construction de la paix, mais une réconciliation mémoriale ne pourra se faire sans la démocratisation des régimes, entamée en Ukraine, mais enrayée en Russie. Maria Lippmann l'a très bien dit avant moi, démocratisation signifie ici repenser le rapport de l'État face à ses citoyens. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole pour que le public puisse poser des questions, est-ce que parmi les participants de cette table, est-ce que vous auriez des questions ou des remarques à vous faire ou des questions à vous poser par rapport à ce qui a été dit, quelque chose qui vous rapproche? L'impression générale, c'est que le travail mémorial est beaucoup plus avancé dans les cas d'Amérique latine que dans les cas qui nous préoccupent, soit entre la Russie ou l'Ukraine, ou à l'intérieur même de la Russie par rapport à son passé des années 30. Oui, peut-être que ce qui m'a frappé aussi, c'est que finalement, pour qu'en espace, une reconstruction mémorielle puisse se faire, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et on voit qu'en Amérique latine, que ce soit dans le cas du conflit non terminé en Colombie ou du conflit terminé en quelque sorte au Chili, on a des avancées aussi par rapport à des reconnaissances de torts de part et d'autre, des reconnaissances des victimes, ce qui évidemment n'est pas le cas en Russie et en Ukraine actuellement, ou que ce soit par rapport à l'histoire passée, à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou ce qui se passe actuellement, on ne reconnaît pas ses propres torts, me semble-t-il. Oui. Non, je posais une question générale. Je crois que le thème du désenchantement démocratique après les illusions au moment où l'Union soviétique s'est effondrée est quelque chose de largement partagé. On le voit au Brésil, on le voit en Colombie, en dépit de tout. Et ce désenchantement démocratique qui est propice au fait que se développent d'autres formes de réseaux d'appartenance, notamment des réseaux mafieux qui prolifèrent à l'ombre des nouveaux régimes qui se constituent en Amérique latine et ailleurs. Je pose la question. Est-ce que quelqu'un veut, est-ce que vous voulez, quelqu'un veut répondre? Est-ce que tu as compris le sens un peu de... Même au Chili, il y a... C'est fou. I can answer either in Russian, to be translated into French, or in English if everyone understands, whichever is... Or to be translated. In English. I can also translate English from French. Whichever. Non, en anglais alors. En anglais. En anglais. On va le faire en anglais, je traduis en français. There is actually a merger of disenchantment with democracy and disenchantment with the West. Donc, une espèce de fusion entre le désenchantement de la démocratie en Russie et le désenchantement envers l'Occident. At very early stages, actually very late 80s, early 90s, there was an infatuation with Western ways and the idea that if we adopt them, we will live happily ever after. Donc, il y avait un sentiment dominant à la fin des années 80-90 que le modèle occidental allait un peu nous libérer. Une espèce d'infatuation, je ne sais pas si ça se dit en français. And when that did not happen, it turned out that people were not just disenchanted, but thought they were lured into this trap by the evil West. Donc, il y a un sentiment non seulement de désenchantement, mais d'avoir été finalement trompé, tombé dans la trappe de l'Occident. And these sentiments actually have been in place for about 20 years now. Un sentiment qui se développe depuis 20 ans, donc un peu avant Poutine, quoi.
and especially enhanced in the past couple of years, and especially since the crisis in Ukraine erupted. Particulièrement fort sous Poutine, premier mandat, et particulièrement aigu depuis le début du conflit avec l'Ukraine. This was what President Putin has taken advantage of quite powerfully, of those anti-Western sentiments, because the war that Dominique was talking about is seen in Russia, in large part, as a war between Russia and the West. Alors, le président Poutine a, de façon assez puissante, pris avantage de ce sentiment. Et elle ajoute que la guerre envers l'Ukraine est perçue, en fait, comme une guerre contre l'Occident. In the two disenchantment with the West and with democracy, the one with the West is much more important. It is still politically correct to say that democracy is a good thing, but it is equally politically correct and overwhelmingly accepted by Russians that the West is evil. Des deux désenchantements, il y a encore un peu d'espace politique pour soulever des ambitions, des idées démocratiques, mais l'espace s'est rétréci presque comme une peau de chagrin dans le cas de la critique envers l'Occident, où la très forte majorité de l'opinion publique considère en fait l'Occident comme le mal. And the enemy. Et l'ennemi. Merci pour ces propos optimistes. Merci, Maria Lippmann. On va passer aux questions du public. Donc, voilà, Et peut-être on voudrait préciser que vous posez des questions brèves, puisqu'il nous reste peu de temps. Et nous souhaiterions aussi qu'il y ait des questions pour les 4 participants. Donc, ne focalisez pas seulement sur une personne et ouvrons vraiment le débat pour que ce soit aussi général que possible. Il y avait une question ici. Ça marche? Ah, d'accord. Marie-Marie Lamienne, je m'adresse au juez Guzman, je l'ai salué en Mapudungun. Je voulais juste rappeler que ce grand monsieur a aussi défendu les prisonniers mapuche, des prisonniers politiques actuellement au Chili. Donc ça, c'est déjà une grande question. Voilà, comment il peut y avoir des prisonniers politiques dans une démocratie. Bref, donc je voulais juste rappeler ça pour le public, que nous avons là ici un grand monsieur présent là. Ma question est, je voulais avoir votre avis concernant l'interpellation qu'ont fait des manifestants mapuche à La Haye, en Hollande, qui a eu lieu la semaine passée lors de l'audience de la Cour internationale de justice qui traitait de la compétence de la Cour concernant le différend maritime entre le Chili et la Bolivie. Dans son argumentaire, le Chili se défend en disant qu'il respecte les traités. Et dans cette manifestation, les Mapuche lui ont rappelé, donc cette manifestation a eu lieu à La Haye, mais aussi au Chili, lui ont interpellé l'État chilien qui respecte les droits, les traités qu'a signé le Chili entre les Mapuche. Donc je voulais savoir votre avis parce que c'est un fait historique qui est souvent omis dans l'histoire et qui a actuellement les institutions onisiennes, les experts onisiens, la Déclaration des droits des peuples autochtones ont confirmé que ces traités sont en vigueur et les Mapuche actuellement le réclament, qu'ils soient respectés. Merci beaucoup. Je demandais, Marie-Marie, je demandais à Madame tout à l'heure, tout de suite, si j'avais la compétence de répondre une question qu'on n'a pas conversée aujourd'hui. Mais elle m'a dit que oui, que j'ai la compétence. Et, bon, il faut dire 2 choses. D'abord, si on est d'accord ou pas avec la position de la Bolivie. Et deuxièmement, si je pense que le manifestant mapuche ont la raison ou non. Vous savez que la constitution actuelle et la loi chilienne, et surtout être ou ne pas être politiquement, vous avez dit le mot, correct,
ce n'est pas au Chili correct politiquement de dire une phrase qui est de toute personne bien née. Est-ce que la Bolivie a le droit au Pacifique, à l'océan Pacifique, historiquement, par des traités, par l'équité? Je pense honnêtement que oui. Je ne peux pas dire ça au Chili parce que c'est un délit. Ici, je ne sais pas qui va me juger si je fais cette affirmation. Donc, en pensant comme ça, je suis pour la manifestation des Mapuche à La Haye. Alors, juridiquement, je comprends l'État chilien et je comprends, je ne suis pas d'accord de plaider la manque de compétences. Je pense que ça finalement, c'est une possibilité que la Cour peut décider ou non sans que ce soit une pétition concrète. Alors, je pense que même si c'est politiquement incorrect, ce que je veux dire, je appuie les Mapuche dans cette manifestation. On va peut-être prendre une question. Oui. Oui, j'avais une question qui, je pense, s'adresse à tous, qui me vient suite à des échanges avec des combattants serbes et bosniaques pendant le conflit. Et la question, c'est des gens donc, qui ont fait un travail depuis de nombreuses années sur la réconciliation. Et la question qui s'est posée lors de ces rencontres, c'est la question entre mémoire et réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction assez forte entre le fait de travailler sur la mémoire et le fait de vouloir que les gens réconcilient et acceptent de vivre ensemble? Alors c'est peut-être un peu la table ronde de demain, j'avance peut-être un peu. Mais voilà, la question, comment on fait avec la douleur partagée, mais quelquefois difficilement conciliable? Comment, alors, c'est pas forcément, c'est plus dans des sortes de conflits internes plutôt que dans des rapports verticaux de dictature où là les choses sont claires. Mais la Colombie, que je connais peu, mais on peut imaginer que chacun a, je veux dire, des choses à reprocher à l'autre et que le chemin de la paix, de la pacification implique quoi faire de tous les objets mémoriaux qui peuvent réexciter, etc. etc. Voilà, c'est un peu pour... Merci. Je crois qu'effectivement, la question que vous posez est excellente. Ça dépend de ce qu'on appelle mémoire. Et d'une certaine manière, ce qu'on appelle mémoire maintenant couvre un peu tout, dont le travail, je dirais, proprement d'histoire. Et la confusion entre mémoire et histoire me semble quelquefois quelque chose de préoccupant. Une chose, c'est les mémoires en tant qu'on recueille, par exemple, en Colombie, les témoignages sur l'immédiat, ce qui vient de se passer, des nombreuses victimes. C'est une chose fondamentale, manière de reconnaître, quels que soient les responsables, leur récit, accepter leur récit, faire entendre leur récit, éviter que ces personnes ne soient réduites au silence. Une fois ces témoignages individuels, ces mémoires multiples et éclatées définies, reste le problème de la formulation de mémoire collective, où déjà on associe, voire de mémoire militante, puisque très généralement, il y a des gens qui organisent ceux qui formulent leurs souvenirs, leurs mémoires, et en fonction de leur cause. Malgré tout, je dis, à partir du moment où on a constitution d'une diversité de récits capables avec une certaine plausibilité, d'expliquer la succession des événements jusqu'à à présent, c'est une chose fondamentale en fonction de la possibilité d'aller plus loin. Premièrement, des commissions de vérité qui ne peuvent se réunir et avoir une certaine importance qu'à la condition que précisément les conditions soient réunies pour à la fois accepter une pluralité
de récits, mais en même temps faire que cette pluralité se situe dans l'horizon d'un ensemble qu'on appellera le travail de pacification. Et la réconciliation, elle vient, je suis bien d'accord, moi, la notion de pardon est une notion qui n'existe pas dans mon langage facilement, mais la notion de réconciliation, la réconciliation, elle se construit souvent par en bas, par le fait que de la nécessité de coexistence entre gens qui se sont trouvés voisins, qui se sont trouvés entraînés d'un côté ou de l'autre. Et là, il y a des phénomènes de réconciliation, et de réconciliation, il ne peut y en avoir que s'il y a des phénomènes de réconciliation d'en bas, en même temps que des constructions de moyens de réconciliation et donc de construction de récits historiques d'en haut. Est-ce que je peux... Oui, justement, je voulais vous passer la parole, je pense que là, il y a... Ouais. Ben, j'abonde tout à fait dans le sens de mon collègue ici, que mémoire et réconciliation passe par donner le droit de parole, essentiellement. Et c'est toujours le problème numéro un. Actuellement, à l'est de l'Ukraine, évidemment, si on parle de l'autre mémoire, c'est le fascisme, etc., c'est les insultes, et puis l'inverse est vrai. Les lois mémoriales qui viennent de passer, on ne peut pas porter atteinte à l'honneur, etc. On est encore dans certaines couches de la population, dans ce déni de donner la parole à l'autre, de donner une autre interprétation de l'histoire. Ceci dit, en pratique, au niveau commémoratif, au niveau des monuments, s'est développé au cours des 20 dernières années en Ukraine, ou 15 dernières années, une mémoire très compétitive selon les clivages régionaux. Parfois à l'intérieur d'une même région avec des versions qui parviennent sur le terrain entre acteurs locaux à cohabiter d'une façon ou d'une autre. Donc ça laisse une piste. Tout est dans la formulation aussi des inscriptions, des narratifs. Et on peut le voir aussi tranquillement sur la mémoire de le Holodomor, qui commence à se commémorer à l'Est, mais sous un différent narratif, peut-être un peu moins radical. Je pourrais ajouter que c'est une réconciliation qui doit d'abord passer par deux versions qui ont eu cours historiquement à l'intérieur de l'Ukraine. Donc c'est une lutte mémoriale inter-ukrainienne. Mais lorsqu'on parle de la Shoah, c'est une réconciliation avec la mémoire, je dirais, occidentale de la Shoah, puisque la communauté juive d'Ukraine de l'Ouest a été exterminée dans son ensemble. Donc n'est plus un acteur sur le terrain, mais l'Ukraine cherche à s'intégrer à l'Europe, donc doit tenir compte dans la construction de sa mémoire de cette lecture européenne. Oui, alors, il y avait une main, j'ai vu de madame. Allô. Peut-être, il faut... Ici, pardon. Oui, oui, attendez. Bon, ça désolé. Est-ce qu'il y a un micro, quelque part, qui... Ah oui, bon, ici. alors. D'accord. Et ensuite, madame... Ah oui, mais il y a un double micro, donc c'est une compétition de... Avec madame d'abord. Alors, je prends, et ensuite vous, pas de problème. Ouais, madame. Oui, merci. En fait, j'avais plusieurs questions, mais je voulais avoir votre avis concernant la Crimée. Quelle est votre position concernant la Crimée? Parce que j'ai lu différentes choses, notamment il y a un ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, qui a pris position en disant que la Crimée était définitivement russe, qu'il n'y avait pas d'état d'âme là-dessus, que c'était les Russes qui l'avaient conquis lors de l'Empire ottoman, avant c'était turc et c'était passé à la Russie. Alors je voulais savoir votre avis là-dessus. Et deuxième chose, et j'ai une deuxième question, c'est quel est le parallèle qu'on pourrait faire entre l'Ukraine et le Chili, c'est-à-dire une intervention plus ou moins extérieure et la construction du pays, l'évolution politique. Voilà. Le parallèle avec le Chili? Le Chili, oui, et l'Ukraine. OK. Je vais peut-être laisser mon collègue chilien de... je dis à chacun. Hein. Écoutez, sur la Crimée, sans provoquer d'esclandre, il est assez clair que la Russie, dans la construction mémorielle russe, joue un rôle incomparablement plus important qu'elle a joué dans la construction mémorielle ukrainienne. On s'entend.
Il n'y a pas besoin de faire un cours d'histoire, Sébastopol, la guerre de Crimée, etc. La Crimée, on le sait, a été rattachée en 1954, à l'époque soviétique, à la République soviétique ukrainienne, bon, justement pour commémorer ce qu'on a appelé la réunification, évidemment pas l'unification, mais la réunification des terres ukrainiennes avec la Russie impériale. Mais en pratique, la Crimée a toujours été, de 1954 à 1991, essentiellement, elle était gouvernée de Moscou directement, même si elle était rattachée socio-économiquement à l'Ukraine. Bon, s'il y avait eu un référendum dans une situation de non-guerre, avec un véritable débat public, peut-être qu'une majorité, pas à 95 %, aurait, s'il y avait eu une option sur la table, négocié avec les Ukrainiens, ce qui évidemment, ça fait beaucoup de si. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que c'est une violation du droit international et puis c'est une invasion militaire. Alors, évidemment, la Russie joue la carte de la mémoire, de l'appartenance historique, mais on pourrait faire le même argument avec 250 territoires actuellement contestés à travers le monde. La construction de la paix après la Deuxième Guerre mondiale et la création des Nations unies, c'est justement repose sur une notion fondamentale que les frontières ne peuvent pas être unilatéralement changées. Et l'annexion de la Crimée a violé ce principe-là. Sur le Chili, je ne sais pas si vous voyez des parallèles. Je ne vois pas de parallèle. Je m'excuse. Oui, bien sûr. Just to add the numbers to what Dominic just said, throughout the post-communist period, over 80% of Russians in all public opinion polls agreed that Crimea was part of Russia. Dans les sondages post-soviétiques, c'est ça, jusqu'à l'an dernier, 80% des Russes croyaient que la Crimée appartenait à la Russie. It is certainly true that they were not ready to take action or to demand that the government take action. Mais personne ne pensait que ça allait se produire, donc il n'y avait pas de demande pour que le gouvernement agisse et annexe la Crimée. But when the government did take action and annexed Crimea, it was received by the Russian population as historical justice done. Et lorsque ça s'est produit, alors ça a été perçu comme une restauration de la justice historique. Mais je pourrais ajouter, si on me permet, qu'il y avait un mouvement sécessionniste en Crimée en 1992, au tout début de l'Ukraine indépendante, et que la position russe de l'époque, ça c'était bien avant M. Poutine, c'était sous Yeltsin, sous un régime qui tentait de se démocratiser, c'était de ne pas soutenir les velléités sécessionnistes du mouvement, de soutenir peut-être des velléités autonomistes, et la Crimée a obtenu une autonomie formelle à l'intérieur de l'Ukraine post-soviétique en 1992. Donc la position russe à l'époque, avec le même mémoriel, la même histoire, etc., était diamétralement opposée à la décision qui a été faite l'an dernier. Oui, d'accord. Je voulais peut-être juste rajouter à ce que disait Dominique Arel, et après je vous passerai la parole, que si la position russe de l'époque était de ne pas soutenir, c'était peut-être parce qu'à l'intérieur de la Russie elle-même, la Russie vivait une régionalisation très forte de son pays et que soutenir des indépendances extérieures était aussi compliqué par rapport à ce que la Russie vivait à l'intérieur. Je pense particulièrement à la Tchétchénie, par exemple. Mais voilà, donc monsieur qui a le micro depuis un moment. Oh, bonjour. Ouais, j'aimerais bien commencer mon intervention en vous raconter une petite anecdote que j'ai eue, très courte, et qui fait un petit résumé de ce qu'on a traité aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'ai voyagé à la Russie avec un groupe de Russes et avec un groupe d'Ukrainiens. Et moi, en étant chilien, j'ai entendu des commentaires assez intéressants dans le sens que de la part des Ukrainiens, ils faisaient un rappel toujours du gouvernement de Pinochet comme un exemple de bonne administration et d'ordre. Par contre, quand j'ai parlé avec les Russes, ils faisaient une invocation du gouvernement d'Allende au Chili pour rappeler l'expérience politique du socialisme dans l'Amérique latine. Donc, avec cet exemple, j'aimerais
ce que je veux, c'est mettre en exergue un petit peu ce qu'on a parlé par rapport aux mémoires et la fonction qu'ils sont comme des identités pour certains groupes de personnes. Alors, ça m'amène à ma question. Comme on a bien proposé ici, carrément les différentes mémoires, particulièrement sur des événements traumatiques, ils sont très importants pour la construction identitaire de groupes et même de nations. Le problème, ça revient quand ces identités qui sont à la base de mémoire collective se basent en conflit. Tel c'est le cas de la mémoire sur la Russie, la mémoire nationaliste de la Russie, la mémoire nationaliste de l'Ukraine, et même le cas chilien. Carrément, toujours il y a une perspective qui Alors, c'est une question pour toutes les tables et qui va dans deux sens. Le premier sens, c'est comment arriver à établir une réconciliation et une mémoire partagée sur des événements qui nous divisent et qui en plus donnent de la forme à notre propre identité. En deuxième, aussi, comment faire cette même tâche, mais au niveau juridique. Merci. Mémoire partagée. The second question, how to do it legally. So that would be a question. C'est peut-être une question pour notre juge, si c'est juridique. Ouais. Donc, Maria Lippmann, Yeah. vous vouliez répondre? Non. Non. D'accord. Alors. To begin with, of course, the Soviet Union was very much anti-Pinochet and pro-Allende. Évidemment, l'Union soviétique était très anti-Pinochet And pro-Allende. Allende was the Soviet hero. et en faveur d'Allende, un héros soviétique. There was indeed a time in the 90s when Pinochet grew very popular among certain groups of the population in Russia as a strong hand. Effectivement, dans les années 90, Pinochet est devenu très populaire auprès d'une certaine couche de la population qui recherchait une main forte. Among those people who were disappointed by the economic decline and thought a Pinochet-like figure would make things better economically. Les laissés pour compte du déclin économique. As for divided memories, speaking about Russia, we actually don't have a conflict here. That's the problem. In Latin America, we're talking about conflicts and about living memories and even living victims. Il dit qu'en Russie, il n'y a pas vraiment de conflit sur une mémoire partagée comme c'est le cas en Amérique latine. In Russia, it's a different story. Thing is that the story has been told many times with tons of memoirs and books and research done. Donc, dans le cas de la Russie, en fait, l'histoire est connue. L'histoire des purges, il y a eu des livres, il y a eu des films. And two destalinizations, one partial in the 50s, another radical in late 80s and early 90s. Et politiquement, deux moments de déstalinisation sous Khrouchtchev, fin des années 50, début des années 60, et puis sous Yeltsin à la fin de l'Union soviétique. But what proves to be stronger than memories, even put in books? Mais ce qui est plus fort que la mémoire, This is this pattern of the omnipotent and infallible state. The pattern, the model of the. C'est le modèle de l'État fort, de l'État inévitable. L'état impeccable. L'état impeccable, l'état Which impeccable. proves much more powerful than the memories. Recently, what has aggravated this is the anti-Western sentiments. Donc, le modèle de l'État fort est devenu encore plus fort et les sentiments anti-occidentaux ne font qu'alimenter cette perception. Donc, le conflit, ce n'est pas entre les mémoires, c'est entre le citoyen et l'État, en fait, la perception de l'État. Between a very small, tiny group of the population, on the one hand, and on the other, the vast majority in the government. That's the conflict.
if there is a conflict, it's between these small groups of civic activists on the one hand and the state with the loyal majority on the other. Alors, s'il y a conflit, c'est entre un très petit groupe d'activistes de la société civile et le tout-puissant gouvernement avec l'assentiment passif d'une majorité de la population. Je ne peux pas m'empêcher de faire juste une petite remarque parce que en fait, c'est quelque chose qui m'est venu aussi en écoutant les quatre intervenants, c'est que dans le cas de la Colombie, on a le démarrage de tout ce processus aussi parce qu'en fait, on n'a jamais eu un État fort et qu'on a toujours eu une intelligentsia assez autonome, enfin, qui a vraiment pu faire son chemin face à un État qui n'était pas là pas assez fort pour répondre. Et j'ai oublié de le dire dans mon exposé qu'en Colombie, il y a déjà un musée de la mémoire de grande qualité à Medellín et qu'il est en train, il y en a un autre à Bogota et qui est en train de s'élaborer un musée national de la mémoire avec énormément de moyens et d'ambition. Donc, c'est dire combien la mémoire est au rendez-vous à défaut d'avoir réussi la pacification. Il y avait monsieur qui voulait poser une question depuis un moment. Ah oui, madame aussi depuis, oui. Alors oui, après, en continuant, une question pour tout le panel, mais aussi pour Aline Helg, parce que vous travaillez les négritudes, les minorités ethniques. La question c'est, on a parlé de nation, et la mémoire, les mémoires, mais est-ce qu'il n'y a pas par rapport aux histoires et mémoires de la guerre et de la paix une importance cruciale de la diversité culturelle, de la diversité ethnique? Je pense à la Colombie, il y a plus de 80 peuples, groupes ethniques complètement différents et aussi d'autres minorités, les Afro-Américains, etc. Et par rapport à cette construction des musées de la mémoire de la nation, Monsieur Pecot, professeur Pecot, est-ce qu'il y a en Colombie aussi une espèce de frontière unique dans la recherche, de considérer aussi la diversité ethnique et culturelle dans cette situation de justice transitionnelle, le post-conflit et la réparation Je réponds en deux mots. Aline pourrait beaucoup mieux répondre que moi. Je dis, depuis 1991, la nouvelle Constitution, il y a une reconnaissance des minorités noires indiennes, avec des droits, avec des élus au Parlement automatiquement, en principe, désignés par ces groupes culturels de Noirs, de Indiens. D'autre part, dans la résistance face au phénomène de violence, les Indiens ont joué un rôle majeur ces dernières années. Ce sont les seuls dont on peut dire qu'ils ont réussi quelquefois à s'organiser. Mais je mets un bémol tout de suite, parce que la situation de violence et de conflit est telle qu'il n'y a pas de groupe qui ne soit divisé, des gens qui soient cooptés, et qu'au sein de ces populations indiennes qui sont en train d'afficher leurs particularités et leurs droits culturels, il y en a qui vont du côté de la guérilla, d'autres du côté des paramilitaires, beaucoup du côté des narcotrafiquants. Et donc, il y a à la fois l'image de communautés en train de constituer leur mémoire et en même temps cette difficulté, cet éparpillement, ces divisions multiples qui font qu'actuellement, le lieu dans lequel les conflits sont les plus atroces ces jours-ci, c'est les lieux, les communautés indiennes, y compris en fonction des mesures de protection qui ont été adoptées en leur faveur. Dans la mesure où beaucoup des terres détenues par les Indiens sont considérées comme patrimoine culturel, terre et inaliénable, intouchable, ce sont des zones dans lesquelles les cultures de coca peuvent prospérer sans qu'il y ait facilité à déclencher les campagnes. Et donc, d'une certaine manière, ces zones, à la fois d'identité toujours plus forte, sont en même temps
les régions où les convulsions actuelles sont les plus marquées. Alors, il y avait deux personnes qui voulaient poser des questions ici tout devant. Oui, pardon, d'abord les deux personnes ici qui attendent depuis un moment, et puis ensuite une dernière question, et on va devoir s'arrêter parce qu'il est déjà... Oui, j'essaie d'être très vite. Une question qu'on a vue, surtout en Amérique latine, avec les dictatures, les prochaines années, qu'il y avait tous les commissions de la vérité, c'était souvent, en Argentine et d'autres pays, pas des historiens qui écrivaient dans ces commissions, ni à la CONADEP en Argentine, ni en Afrique du Sud, sinon c'était souvent des gens, comme vous, des juges ou, qui ont un background juristique. Et ma question c'est, quand on parle de comment histoire, mémoire et construire la paix, quels sont aujourd'hui les rôles des historiens, particulièrement en Russie ou en Ukraine, dans une situation qui est encore dans le conflit? Parce que très souvent on voit, quand le conflit est fini, les historiens viennent souvent et disent maintenant on peut bien vraiment travailler. Et croyez-vous maintenant dans cette situation, il y a un rôle pour les historiens? Le rôle de l'historien, tu peux commencer, oui, quoi. En fait, moi je crois que tout passe d'abord par les historiens. Vous savez, on a parlé beaucoup des événements de 1915, récemment en l'Anatolie de l'Empire ottoman, donc la question là, du génocide arménien. Et depuis quelques années, évidemment, il y a une résistance très forte encore, on le sait, du gouvernement turc sur la question. Mais depuis quelques années, il y a des commissions d'historiens turcs et occidentaux, arméniens ou non arméniens, qui travaillent et qui laissent voir l'ouverture, l'agrandissement d'un espace de discussion en Turquie même sur ces questions-là, ne serait-ce que dans les cercles universitaires. Bon, évidemment, je connais beaucoup plus le cas ukrainien. Il y a pas des commissions comme telles, mais il y a des initiatives. En fait, il y a une initiative canadienne qui impliquait des historiens occidentaux et ukrainiens sur la question justement de la mémoire, en particulier de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on revient toujours à cette question-là. Elle travaille depuis des années. Elle a même impliqué l'historien ukrainien qui est à la source des lois mémorielles récentes. Donc, il y a encore énormément de travail à faire du côté ukrainien, mais il y a des livres qui se publient même en Ukraine, des livres très critiques sur le Hun. Alors, il y a distinction à faire entre débat universitaire, débat entre chercheurs, particulièrement chez la plus jeune génération, ouverture avec un dialogue comme ça, un débat international, et puis une résistance au niveau étatique. Mais un changement éventuel, si changement il y a au niveau de la politique mémorielle étatique, ne pourrait se faire que par justement ce travail fondamental dont les historiens sont les acteurs les plus privilégiés. In Russia under Putin for many years, there was academic freedom, even as the government sought to impose a loyal vision of history. Alors, sous Poutine, pendant plusieurs années, il y avait une liberté académique, même si l'État cherchait à imposer son narratif historique. For broad public. Pour le public en général. Recently, however, there's an increasing encroachment, even on the academic realm. De plus en plus, on voit j'allais dire interférence, mais une avancée de l'État dans le milieu académique. However, there is still a degree of freedom, and we have in Russia a society of historians that call themselves a society of free historians. Mais il y a tout de même encore un degré de liberté. Il y a une société d'historiens qui s'appelle justement une société d'historiens libres. And every once in a while, they would make statements when they realize that the official vision of history is just too outrageous. Et cette société intervient sur la place publique avec des déclarations. Except that their statements are generally of very, very low relevance. C'est-à-dire, j'imagine que tu veux dire par là que ces déclarations-là sont peu diffusées sur la place publique. Voilà. Sont d'une très grande portée historique, mais pas publique. Madame, oui. On entend? Oui. Oui.
Une très grande différence, c'est le fait qu'en Russie, depuis des centaines d'années, il y a une tradition de gouvernement qui gère tout. Donc il y a un héritage par rapport à la pensée de la population qui se tourne toujours vers le gouvernement fort. En Amérique latine, ce n'est pas le même cas. Et je pense qu'au Chili, il y a eu plus une cohésion gouvernementale par rapport à la population qu'en Colombie. Mais étant donné que c'est des situations tellement différentes, les gens en Russie ont une tradition de se soumettre à la vision du gouvernement et de céder la pensée, de ne plus penser pour eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a eu un développement de tous à une égalité pendant l'Union soviétique, et il y a quelques intellectuels, mais il n'y a pas la classe intellectuelle qui s'est développée en Amérique latine qui puisse protester de façon plus forte. Le cas de Letelier au Chili, qui est de classe haute, et on parlait hier des castes au Chili, qui peut contester, qui peut représenter une gauche dans son propre pays. Il n'y a presque rien en Russie qui équivaut à ça. Et par rapport à la question que j'ai pour tous, c'est le futur. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est qu'est-ce qui peut être positif, comment on peut aller au-devant. Et Madame avait une question hier qu'elle n'a pas réussi à poser, je la pose pour elle, par rapport au Chili. Elle voulait vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à changer la Constitution? Est-ce que vous pouvez lui répondre? Parce que c'est le changement de la Constitution au Chili qui est fondamental. On ne peut pas changer la Constitution parce que la Constitution le dit. Et pour faire vraiment un changement de la Constitution, il faudrait des quorums impossibles. Il faut, pour certaines matières, 3 cinquièmes, un quorum de 3/5, c'est énorme, ou de 2/3. Alors, la concertation ou la nouvelle majorité, qui est le gouvernement maintenant, n'a jamais eu rien près de 3/5 ou 2/3. Jamais. Alors c'est impossible. Maintenant, au Chili, on a eu une modification du système binominal, qui est un système, je dirais, vraiment diabolique, créé par un monsieur qui a mon nom, il s'appelle Jaime Guzmán, qui était essentiellement anticommuniste. Avant tout, il était très catholique, mais anticommunisme, comme diront, c'était sa qualité plus importante. Et il a étudié toutes les façons possibles de ne pas pouvoir changer la Constitution et de ne jamais avoir un quorum en impossibilitant l'arrivée de trop de gens de gauche au Congrès. Je me rends compte que je me suis mal exprimé maintenant. Mais avec ce système binominal qui voulait dire que s'il y avait 3 ou 4 personnes qui se présentaient, généralement 2 allaient être assurés pour la droite. Et alors, avec ce système binominal et la impossibilité de modifier la Constitution parce que c'était impossible d'avoir une majorité pour pouvoir la changer, ça a rendu la Constitution
immodificables. Alors, quand on dit que Michelle Bachelet n'a pas le droit de modifier la Constitution, c'est vrai, légalement, elle n'a pas le droit. Alors, que se passerait-il si un jour Michelle Bachelet disait on va soumettre cette décision à un plébiscite, à un référendum. Bon, la Constitution même a établi que le référendum, pour avoir un référendum, il faut un quorum d'un tiers, pardon, de deux tiers ou de 3/5. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais le pire est que dans cette enredo, comment dit-on cet enredo? Comment? Oui. Embrouillage. Dans ces façons incroyables de faire la politique et de créer une démocratie à l'image de Jaime Guzmán, parce que ça, pour lui, était démocratique. Il disait que c'était notre démocratie. Et tant pis si les gens ne sont pas contents, mais c'est notre démocratie. Quand il a créé une constitution par la dictature, ce n'était pas une démocratie, ce n'était pas une carte démocratique non plus. Mais ce que je tâche de vous expliquer, on me l'a expliqué 10 fois et je n'ai jamais pu la comprendre. On va prendre une dernière question, mais vraiment une toute petite question, parce qu'on doit déjà... International Criminal Court. How was it passed? Je crois qu'on n'a plus le temps. Il faut une seconde parce qu'ils attendent vous attendez, hein, de la salle. Donc une seconde. Une seconde de réponse. Qui veut répondre? Je sais que le gouvernement ukrainien a fait appel à la Cour pénale pour enquêter sur les exactions commises contre les civils, commises par les combattants pro-russes, des missiles envoyés dans des populations urbaines. Mais il n'y a aucune volonté actuellement du gouvernement ukrainien de laisser l'enquête faire le cours sur les exactions commises par le gouvernement ukrainien contre les civils dans la même guerre. Alors, c'est vu de façon assez traditionnellement mémorielle, unilatérale. Donc, je ne pense pas que la Cour actuellement peut jouer un rôle, mais qui sait au moment d'une paix, de la construction d'une paix post-conflit. Daniel Pécaud, il va dire... Puis on va s'arrêter. À propos de la Cour pénale internationale, j'ai dit que la Colombie était placée en examen depuis plusieurs années et que la Cour pénale, le procureur adjoint vient de renouveler qu'il y a un certain nombre de choses qu'il n'admettra pas dans le cas de solutions politiques, ni une amnistie totale pour les guérilleros, ni que les crimes contre des civils déguisés en guérilleros, ça passe à là, ni contre les crimes. Ce que je veux dire, c'est que les Colombiens sont persuadés que comme la Cour pénale internationale est accusée de ne s'être intéressée qu'à des cas africains, la voilà qui peut se tourner vers un cas d'un pays qui se prête à cela, parce que les délits, les crimes contre l'humanité, ils sont innombrables, et que par ailleurs, c'est un pays qui se pique d'état de droit et qui a des institutions judiciaires qui fonctionnent plus ou moins. C'est pour ça que les Colombiens sont, avec des bons arguments, convaincus que la Colombie est le prochain pays qui va servir à la Cour pénale internationale de faire la démonstration qu'elle est capable d'intervenir, pas simplement
face aux pays africains, à propos des pays africains, mais dans un pays d'Amérique latine. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à-si longtemps. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que le croisement des expériences dans 2 continents différents était extrêmement intéressant. Donc merci beaucoup. Et puis si vous voulez continuer, nous avons une autre table ronde demain à 16h30 à la B101. C'est 14h30. 16h30. 14h30. Ah oui, 14h30, pardon. À la B101.